Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de journal de grossesse. Donc c'est l'avant-dernier journal de grossesse que je vous filme. Aujourd'hui on est mercredi 25 mars, donc ça y est, j'ai terminé mon 7e mois de grossesse et j'entre à peine dans le 8e. Ça a été un mois assez particulier puisque au moment où je vous filme cette vidéo, toute la France est encore en confinement avec cette histoire de coronavirus, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler davantage dans le cours de cette vidéo. Mais avant ça, je vais vous reprendre les choses vraiment dans l'ordre de tout ce qui s'est passé là au cours de mon 7e mois de grossesse. La première chose que j'ai pu noter au niveau des symptômes, c'est l'augmentation de ma fréquence de pipi nocturne, voilà. Oui, ça démarre très fort, hein, cette vidéo en mode pipi caca. Non, sans rire, quand on est en fin de grossesse, c'est sûr qu'on a du mal à maîtriser sa vessie, on a envie de faire pipi très très fréquemment. Et parfois même c'est juste 3-4 gouttes, mais ne serait-ce que ça soulage. C'est tout simplement parce que le bébé prend un peu votre vessie pour un jouet à pouic pouic. Et du coup, je peux par exemple vous parler comme ça tout tranquillement et peut-être que dans 2 secondes il faudra que je cours aux toilettes parce que voilà, il aura appuyé là où il faut pas. Je suis quelqu'un qui se lève de toute façon, quoi qu'il arrive, que je sois enceinte ou pas enceinte. Je me lève une fois par nuit pour faire pipi. Il y en a qui ont la chance de ne pas se lever du tout pour y aller. Moi j'ai besoin d'y aller au moins une fois en plein milieu de ma nuit. Et là en cette fin de grossesse, c'est 2 fois, voilà, c'est 2 fois. Et quand j'ai vraiment pas de bol, ça va être 3. Mais oui, il faut que je me relève. Et une autre chose aussi qui a changé dans nos habitudes, c'est que depuis le début de mon 7e mois de grossesse, je ne donne plus son bain à Marius. Auparavant, c'était moi qui m'occupais de lui pour tout. Quand il rentrait de la crèche, donc je lui faisais à manger, je lui donnais à manger, je lui donnais son bain, je lui lisais son histoire et puis je montais le coucher. Et là en fait j'ai délégué le bain au papa parce que c'est devenu un peu trop physique pour moi avec mon ventre. On lui donne le bain dans la baignoire qu'il a depuis qu'il est né et soit on lui donne le bain en posant la baignoire au sol et dans ce cas là il faut que je me traîne par terre à 4 pattes avec mon gros bidon et à la fin du bain c'est compliqué parce que du coup il faut que je le prenne dans les bras et que je le porte jusqu'à la table à langer pour le sécher. Ou alors, on lui donne le bain en posant la baignoire, c'est cette solution que préfère le papa, en posant la baignoire sur notre lavabo qui est en fait un lavabo, un meuble de salle de bain très très grand puisqu'il y a deux lavabos en fait. C'est un meuble avec 2 lavabos, c'est pas des vasques, c'est 2 lavabos sur un seul meuble. Et ce meuble a du coup la place et la capacité physique de recevoir une baignoire plus un bébé à l'intérieur plus de l'eau. Mais là du coup, il faut d'abord remplir la baignoire au sol, soulever la baignoire pleine d'eau et la poser sur le meuble. Et là aussi c'est très lourd et très physique pour moi. Donc c'est pas une solution qui me convient non plus. Du coup c'est le papa qui se charge désormais du bain et puis pour le reste c'est moi qui gère comme d'habitude. Voilà ce qui a changé en début de mois. Niveau médical, en début de mois, je suis allée chez le dentiste. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, un peu comme pour la grippe, la sécurité sociale fait une campagne de prévention pour les femmes enceintes qui ont des risques plus élevés que les personnes qui ne sont pas enceintes d'avoir des caries ou d'avoir des problèmes de gingivite, etc. Et du coup, on a la possibilité d'avoir un rendez-vous médical chez le dentiste qui est 100% pris en charge par la sécurité sociale, c'est-à-dire que vous n'avancez aucun frais. Vous montrez juste votre carte de sécurité sociale plus un formulaire que vous aurez téléchargé préalablement sur votre compte amelie.fr. Et voilà, tout est vraiment pris en charge et ce rendez-vous est à effectuer entre le 4e mois de grossesse jusqu'à 12 jours je crois après l'accouchement. Moi je m'étais mise en tête que j'allais faire mon rendez-vous ce mois-ci, donc il a pu avoir lieu heureusement parce que c'était encore avant toutes ces histoires de confinement etc. On n'en était pas encore là, donc je pouvais encore sortir, je pouvais encore aller chez le docteur sans problème etc. Donc j'ai pu faire mon petit détartrage, mais voilà. C'est un petit truc à savoir, vous avez une visite chez le dentiste qui est prise en charge, ça mange pas de pain. Moi, mon détartrage
C'est quelque chose que je fais tous les ans à la même période de l'année, donc ça m'a pas changé la vie, si ce n'est que du coup, comme j'ai pu vous le dire, j'ai rien avancé du tout. Niveau humeur, niveau psychologique, etc., au début de mon 7e mois de grossesse, ça m'a fait drôle parce que je me suis sentie de la même manière que je me suis sentie pendant mon premier trimestre de grossesse, surtout pendant mon 2e mois de grossesse en fait. C'est-à-dire que j'avais des hormones en ébullition, j'ai beaucoup pleuré. Je me sentais hyper susceptible, hyper nerveuse, il fallait rien me dire qui n'aille pas dans mon sens parce que je me vexais tout de suite et que ça partait en crise de larmes à n'en plus finir. Et quand je pleurais, c'était pas genre les petits sanglots, c'était non, c'était comme si j'avais perdu un être proche quoi, c'était les gros sanglots hyper puissants, hyper violents. Je déteste pleurer devant Marius, c'est quelque chose que j'évite de faire au maximum pour ne pas le stresser, pour ne pas qu'il s'inquiète, et puis pour pas qu'il se pose de questions surtout. Mais là je me contrôlais pas, donc Marius m'a vu pleurer à plusieurs reprises et le pauvre il touchait mes joues, il touchait mes larmes d'un air un peu qu'est-ce qui se passe? Et voilà, je contrôlais plus rien quoi. Je pourrais même pas vous dire que c'était justifié parce que non, c'était clairement injustifié hein, que je me mette dans des états comme ça. Mais je vous dis, nerveusement parlant, c'était quelque chose. Mon appétit a encore augmenté, je pensais pas que ce serait possible et pourtant si. J'ai de plus en plus envie de sucrer. Le Nutella a fait sa réapparition dans mon alimentation, genre c'est le truc que d'habitude je n'achète jamais. Je fais de la pâtisserie quasiment toutes les semaines parce que bon, de toute façon j'ai toujours adoré faire de la pâtisserie, j'ai toujours adoré faire des gâteaux, mais là je prends surtout grand plaisir à les manger. Et je peux vous dire que mon poids s'en est clairement ressenti puisque depuis le début de ma grossesse c'est le mois où j'ai pris le plus de poids. J'ai pris presque 3 kilos hein, ce mois-ci. J'ai pris très exactement 2,8 kg. Donc ouais, on va arrondir à 3 kilos, hein, on va pas chipoter. Donc depuis le début de ma grossesse, j'ai pris presque 8 kilos. Ça s'explique par deux choses. Ça s'explique par le fait que déjà je suis dans mon 3e trimestre de grossesse. Le bébé grossit de plus en plus. On a de plus en plus faim et c'est aussi normal. Maintenant, c'est pas une raison pour s'empiffrer. Hein, mais j'ai aussi conscience que je fais ça pour calmer mes nerfs. C'est-à-dire que grignoter, manger des gâteaux, manger du chocolat, manger du sucré, et bien en cette période un petit peu floue, un petit peu compliquée à cause du coronavirus, et bien ça me fait du bien, voilà. Je me rappelle que lorsque j'étais enceinte de Marius, dans mes 2 derniers mois de grossesse, et là bah du coup au moment où je vous parle il me reste plus que 2 mois de grossesse, je prenais 1 kg par semaine. Oui oui, c'est pas pour rien que je suis montée à 20 kg. Alors je ne pense pas que là je vais monter à 20 kg hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va quand même monter en flèche et ça m'étonnerait pas que je termine ma grossesse à 15-16 kg. Ça y est les amis, je peux officiellement vous dire que je ne ferme plus la braguette et le bouton de mes jeans normaux. Voilà, fallait bien que ça arrive tôt ou tard. Ça y est, c'est fait. Pour en revenir à ce virus, comme j'ai pu vous le dire, au départ j'ai minimisé les choses. Et j'ai commencé à prendre tout ça au sérieux dès lors qu'il y a eu des menaces sérieuses de confinement des Français et bah, a fortiori lorsque le président Emmanuel Macron a fait son discours à la télévision. Là ça m'a jeté un froid et je me suis dit ah oui d'accord. Et là j'ai commencé à psychoter et à devenir paranoïaque, c'est-à-dire que au début, je m'empêchais pas de sortir, je m'empêchais pas d'aller chercher Marius à la crèche, je m'empêchais pas d'aller chez Cultura, d'aller au supermarché. J'entendais qu'il y avait des Français qui avaient déjà été touchés, beaucoup, plusieurs centaines déjà, et qui avaient eu des morts. Mais ça me semblait un petit peu, vous voyez, comme la grippe, mais en pire. J'avais l'impression que les médias accentuaient un petit peu ce phénomène, accentuaient la paranoïa qui entoure tout ça. Et je trouvais ça un petit peu trop gros. Et du coup, voilà, je m'empêchais pas de vivre. Mais à partir du moment où il y a eu le discours à la télévision, là j'ai complètement revu les choses, j'ai complètement revu mon sens de la priorité. Et là, j'ai plus du tout voulu mettre un pied en dehors de chez moi. Petite parenthèse par rapport à Marius, les premiers jours ont été sport. Parce que ça fait désormais plusieurs mois que je suis seule à la maison, que je peux faire 1 à 2 siestes par jour et vraiment me reposer. Et là, c'était plus possible. Les premiers jours étaient compliqués et puis bon bah on s'habitue très vite à tout hein. En tout cas moi j'ai cette faculté d'adaptation là assez importante.
et du coup ça se passe très très bien. Même si c'est sport, ça se passe très bien. J'ai regardé une émission en replay des maternelles qui parlait justement du coronavirus. Et c'est là que j'ai appris dans cette émission plusieurs choses. J'ai appris que les femmes enceintes, et surtout les femmes enceintes dans leur dernier trimestre de grossesse, sont considérées à risque au même titre que les personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'en fin de grossesse, on a toute tendance à être davantage essoufflé. Et vous-même, vous savez maintenant que les personnes qui sont atteintes du coronavirus rencontrent certaines difficultés pulmonaires. Donc ces difficultés pulmonaires associées à l'essoufflement de la femme enceinte peuvent être hyper dangereuses, voire mortelles dans certains cas. Donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. En plus de ça, les femmes enceintes qui ont contracté le virus ont davantage de risques d'accoucher prématurément. Alors là, au moment où je vous parle, je suis enceinte de 32 SA et demi, on va dire. Donc si j'accouche, eh bien, j'ose espérer que numéro bis sera viable. Mais ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de séquelles pour autant. Donc il faut pas non plus jouer avec ça. Donc j'avais raison en fait. Peut-être que c'était mon côté paranoïa qui s'est réveillé, mais j'avais raison dans le sens où oui, je suis considérée comme une personne étant à risque. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que dans cette même émission, j'ai entendu que désormais, eh bien, il y a de plus en plus de maternités qui interdisent la présence du papa en salle de naissance. Et là, autant vous dire que quand j'ai appris ça, ça m'a traumatisée. Avant même d'avoir des inquiétudes au sujet de ma fin de grossesse, je m'inquiétais par rapport à ce virus sur l'avenir qu'on allait pouvoir donner à notre future cérémonie de mariage au mois de septembre. On était en plein préparatif, en pleine rédaction des enveloppes pour les faire part, et j'ai connu une grosse baisse de motivation en train de me dire mais ça se trouve je fais tout ça mais pour rien, parce qu'au final il faudra peut-être annuler la date et reporter à l'année prochaine et il faudra tout recommencer. Mais alors autant vous dire que le fait de savoir que les papas étaient exclus de plus en plus des maternités, là ça a été le coup de massue, le coup de grâce en fait. Alors je touche du bois, mais jusqu'à présent, j'ai regardé sur internet, ma maternité tolère la présence du papa dans la salle de naissance. Personne n'est autorisé à rester ou à visiter la femme qui vient d'accoucher dans les jours qui suivent. Les sorties se font le plus prématurément possible si tout va bien du côté de la maman et du côté du bébé. En 2 jours, vous êtes dehors, c'est un peu l'usine, hein, hop hop hop. Mais ça, à la limite, peu importe que mon chéri vienne me voir ou pas dans les 2 jours à venir. Ça m'est égal, j'ai envie de vous dire. Moi, ce qui me traumatise, c'est le fait que peut-être je vais devoir accoucher seule. Et je m'en suis ouverte à certains proches, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Les réactions sont très différentes en fonction du vécu et de la personnalité des gens qu'on a en face de soi. C'est assez drôle, enfin assez drôle, c'est pas drôle du tout, mais le fait est que c'est comme ça. Il y en a qui vous diront « Ah c'est bon, c'est pas la mer à boire, hein, le plus important c'est que le bébé sorte, que vous alliez bien et que surtout eh bien, vous contaminiez personne et que vous soyez pas contaminé, c'est ça le plus important. » Et t'as beau intégrer le truc et te dire au final oui, cette personne a raison, eh bien je suis désolée, mais quand vous êtes enceinte et quand vous êtes sur le point d'accoucher, c'est votre moment à vous. Et vous vous en foutez un peu d'être égoïste en fait. Quand vous accouchez, vous avez l'impression de jouer votre vie, et le fait d'avoir une personne à côté de vous qui vous accompagne, qui vous encourage, et en plus de ça c'est l'amour de votre vie, et bien croyez-moi, ça change tout, ça change tout, ça change tout. Alors je dis pas que je vais pas réussir à accoucher parce que j'aurai pas mon chéri avec moi, c'est pas le propos, évidemment que je vais le faire, ce bébé est rentré, il faudra bien qu'il sorte d'une façon ou d'une autre, que ce soit par césarienne ou par voie basse comme Marius. Il faudra qu'il sorte et il sortira. Mais par contre, dans ma tête, si j'accouche seule, je me connais, je le vivrai extrêmement mal. Il faut pas oublier que la première fois, j'ai failli mourir et que ça m'a un peu traumatisée sur les bords. Et du coup, je peux juste vous dire qu'une chose, c'est légitime d'avoir envie d'être accompagnée à ce moment-là, parce que je sais pas si ça se reproduira ou pas, et que j'ai pas envie de mourir toute seule sans avoir mon mec à côté de moi en fait, voilà. Je sais que je suis pas toute seule, je sais qu'il y a pire que moi, de toute façon, que ce soit sur n'importe quel sujet, on peut toujours se dire il y aura pire que soi, ça c'est sûr. Après ça vous console ou ça vous console pas, mais c'est factuel, il y aura toujours pire que vous.
Et en l'occurrence, je pense à toutes les mamans qui ont dû accoucher seules ou qui doivent accoucher dans les jours à venir ou les 2 semaines à venir et qui sont encore bien plus stressées que moi parce que l'échéance approche et qu'elles savent pas du tout à quelle sauce elles vont être mangées. J'ai quelques insomnies. Quand je suis réveillée la nuit, j'ai beaucoup de mal à me rendormir. Je mets parfois 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à me rendormir. Parce que là-dedans ça cogite énormément. Maintenant, je suis pas devin, j'ai pas de boule de cristal et je suis comme vous tous à vivre les choses au jour le jour et à découvrir les nouvelles au jour le jour aussi. Donc nous verrons, mais ce qui est sûr c'est que j'ai peur. J'ai peur, vraiment j'ai peur. J'ai peur. Je veux pas me souvenir de cette naissance comme étant quelque chose d'horrible que j'ai dû vivre toute seule. Je veux en garder un bon souvenir. Mais on verra comment ça va se passer tout ça. Et avant de conclure cette vidéo, je voudrais vous parler de mon échographie du 3e trimestre puisque j'ai dû passer ma dernière échographie dans ces circonstances un petit peu particulières, propres au confinement. Donc j'y suis allée seule, sans mon amoureux, sans mon fils. J'y suis allée avec mon masque. Dans la salle d'attente, il y avait des gants que j'ai pu mettre. Je n'ai croisé aucune autre patiente parce que ma gynéco a annulé certains rendez-vous qu'elle ne jugeait pas prioritaires et elle a décalé ces rendez-vous qui lui restaient de sorte que personne ne puisse se croiser dans la salle d'attente. Donc voilà, c'était vraiment très bien de sa part, c'était génial. Et par exemple, les échographies trimestrielles font partie de ces rendez-vous qui peuvent être éventuellement reportés d'1 semaine ou 2 si la patiente et le docteur le jugent utile, mais par contre ils ne peuvent pas être annulés parce que c'est des rendez-vous obligatoires et c'est juste super important de vérifier que le bébé va bien. Donc c'est pour ça que mon rendez-vous du 3e trimestre a été maintenu. Et puis au niveau des précautions etc. prises pendant ce rendez-vous, la gynéco m'a bien demandé que lorsque je rentre à la maison, je mette mes vêtements au sale, je prenne une douche et je change de vêtements avant de toucher à quoi que ce soit chez moi et surtout à qui que ce soit. Le numéro bis est toujours aussi bien placé, la tête en bas, mon col ne s'est pas ouvert davantage, il est toujours bien fermé, même si le numéro bis descend de plus en plus. Et il a bien grandi, bien grossi. Évidemment, j'ai reprécisé une fois de plus que je ne désirais pas savoir si c'est un garçon ou une fille. Numéro bis a l'air d'être un peu plus costaud que Marius comme bébé dans le sens où j'ai comparé leur poids au même stade de grossesse, donc quand j'ai fait mes 2 échographies du 3e trimestre, et numéro bis fait à peu près 400 grammes de plus que Marius au même moment. Le bébé a déjà pas mal de cheveux sur le crâne, comme Marius. Voilà, je ne fais pas des bébés chauves, hein, je fais des bébés chevelus qui perdent leurs cheveux au bout de 4 mois, hein, comme la maman. Quand il y a la retombée, la chute des hormones, hein, on perd tous nos cheveux en même temps, c'est super. On se retrouve avec 3 poils sur le caillou à chaque fois. Et c'est pas grave, ça repousse, hein, ça repousse. Mais bon, c'est vrai que c'est très impressionnant. Mais sinon, tout va bien, rien à signaler, si ce n'est que je ne suis pas allée faire ce mois-ci ma prise de sang et mon test urinaire mensuel que je fais pour la toxoplasmose parce que j'avais la frousse, j'avais pas envie d'aller au laboratoire, j'avais pas envie de risquer d'attraper quoi que ce soit et la gynéco m'a dit je le comprends très bien. Et avant de vous laisser, je vais vous montrer comme tous les mois mon ventre. Alors du coup, c'est parti. Voilà le gros bidon du numéro bis. Donc à 7 mois de grossesse et au tout début de mon 8e mois. J'espère que vous aurez tout de même apprécié cette vidéo et que vous serez au rendez-vous le mois prochain pour ce qui sera mon dernier journal de grossesse, puisque pour rappel, la vidéo suivante, ce sera la vidéo qui vous parlera de mon accouchement et qui vous racontera un petit peu comment tout ça s'est déroulé. Voilà, je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée, essayez de garder le moral autant que possible et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez surtout soin de vous. Ciao, ciao!